Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour ce webinaire. On est ravis de vous accueillir assez nombreux. Ce webinaire, c'est le deuxième du cycle qui est réservé aux sociétaires du réseau Enercop. Il a été confectionné par des chargés de vie coopérative. Notre rôle, c'est de donner les clés de l'énergie aux citoyens, c'est de faciliter la mobilisation des sociétaires. Et puis, voilà, il y a un peu cette notion d'éducation populaire. Donc, c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir ce temps avec vous. Le dernier webinaire qui a été fait, c'était le webinaire Sociétaire en action. Et le but, c'était de savoir un peu mieux parler d'Enercop. Donc, ce webinaire est disponible sur le Village, qui est le réseau social des sociétaires Enercop. Donc, je me présente, moi je suis Tatiana, je suis comme vous tous et toutes sociétaire d'une coopérative du réseau Enercop et je suis tout particulièrement dans le collège des salariés chez Enercop Midi-Pyrénées. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, peut-être même que vous avez pris une petite tisane ou des marrons chauds, quoi, qui fait encore assez beau. En tout cas, on va être ici ensemble pour 1 heure. Une présentation quand même très rapide du réseau Enercop. Enercop, c'est un réseau de coopératives d'énergie renouvelable. Notre activité la plus connue, c'est celle d'être fournisseur d'électricité renouvelable, mais on a bien d'autres activités comme l'accompagnement à la production d'énergie renouvelable, la production en propre, etc., etc. Et aujourd'hui, on voudrait vous parler des coulisses d'Enercop, donc comment travailler ensemble et autrement, et donc qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée, comment on la pratique chez Enercop. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter comment on adopte ou on essaye d'adopter une organisation plus horizontale avec un partage des prises de décision. C'est important de se rappeler qu'en fait, la gouvernance partagée, ça fait partie de notre ADN chez Enercop. C'est vraiment inscrit dans la continuité des valeurs coopératives. Et on se dit que ça pourra éventuellement vous outiller pour vos groupes locaux Enercop, pour peut-être vos collectifs d'énergie citoyenne ou pour tout autre engagement que vous avez. On aimerait rappeler aussi que la gouvernance partagée, elle se vit différemment selon les coopératives du réseau Enercop. Les coopératives, elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes le même historique et donc pas toutes les mêmes enjeux. Pour ce qui est du déroulé de notre webinaire, donc, il y a des intervenants qui vont parler pendant un certain temps. À la fin de chaque sous-partie, en fait, on va prendre une question et puis le reste des questions sera traité tout à la fin. Donc, on vous invite en fait à poser vos questions au fil de l'eau sur le petit module qui s'appelle Q et R que vous devez voir en bas de votre écran ou sur le côté, ou Q et A si vous avez la version en anglais, hein, c'est questions et réponses. Et donc, vous pouvez poser vos questions là-dessus. N'hésitez pas aussi à liker les questions des personnes les questions qui ont été posées précédemment pour leur donner du poids. Et en fait, on va répondre ensuite à la fin du webinaire. On essaye aussi de poser des questions qui sont bien liées au sujet du jour. On va essayer de ne pas s'éparpiller vu qu'on n'a qu'1 heure pour parler de gouvernance partagée et que c'est quand même un sujet très vaste. Le webinaire sera ensuite enregistré et puis mis à disposition sur le village. Et d'ailleurs, si jamais il vous reste des questions à la fin du webinaire, ça sera également sur le village que ça se passera. Donc, je vous propose que nous passions à la présentation express des intervenants. Nous avons avec nous Bénédicte, nous avons avec nous Mathilde, Cyril et puis moi-même, éventuellement des intervenants mystères qui arriveront en plus. Et puis, je vous laisserai vous présenter un peu plus tout à l'heure chacun et chacune. Pour ce qui est du sommaire, je vous laisse l'observer, mais en fait, on va commencer par une définition de la gouvernance partagée, de l'historique et des outils les plus utilisés dans le réseau Enercop. Et ensuite, nous nous arrêterons sur quelques exemples de pratiques de gouvernance partagée dans 2 coopératives du réseau. Et bien sûr, après, on enchaînera sur un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, pour la première partie, je vais donner la parole à Bénédicte. Je te laisse te présenter aussi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Bénédicte. Je travaille chez Enercop National en tant que responsable projet transverse et je fais partie du JAF, qui est une instance d'Enercop dont je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure. La première question, c'est donc sur la gouvernance partagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de réponse toute simple. Tout le monde ne met pas forcément la même chose derrière ces termes. Même au sein d'un même réseau, ce n'est pas évident d'avoir une vision commune. On est toujours un peu en train de la construire.
Ce qui est important de retenir, c'est que chez Enercop, on la décline en 3 axes. Le premier axe, c'est notre statut de société coopérative d'intérêt collectif. En fait, c'est une sociétaire qui, par le vote en Assemblée générale et par l'élection de leurs représentants en conseil d'administration, qui peuvent participer aux grandes décisions de la coopérative et du coup exercer comme ça un pouvoir et prendre part aux décisions du réseau. Il y a ce modèle réseau, du coup, qui est un deuxième axe important. Donc, on est 11 coopératives et toutes interdépendantes. Et du coup, il y a énormément de réflexions qui sont menées en commun, des décisions qui sont prises ensemble, notamment via les rencontres entre les DG qui ont lieu tous les 15 jours. Donc, finalement, chaque coopérative nourrit les réflexions du réseau et décline ensuite les résultats de ces réflexions en local. Et le troisième axe, c'est le niveau opérationnel, vraiment très concret dans l'organisation du travail. C'est l'axe sur lequel on va le plus insister aujourd'hui. Donc, on est 220 salariés à peu près chez Enercop aujourd'hui. Donc, la gouvernance partagée, ça ne veut surtout pas dire qu'on prend toutes les décisions à 220, parce que sinon, ce serait l'enfer. Ce qui est important, c'est que c'est la clarification des périmètres, donc être clair sur les décisions qu'on prend, de qui prend quel type de décision. Et le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce qu'on a tous des périmètres différents qu'on est moins importants les uns par rapport aux autres. C'est essentiel pour Enercop qu'il y ait des espaces pour que chacun puisse s'exprimer s'il le souhaite. Et par exemple, en plénière, qui ont lieu tous les mois, chacun peut poser ses questions, donner son avis sur tel et tel sujet à porter. Et, voilà, les avis de chacun sont vraiment pris en considération, quel que soit le métier, la position de la personne qui pose la question. Donc, avant de vous parler vraiment du JAF aujourd'hui, je voulais vous expliquer un peu d'où ça venait, comment c'était né. Donc, Enercop a été créé en 2005. Et au départ, à quelques-uns, voilà, c'était facile de partager les infos, de se consulter, de prendre les avis les uns des autres. En grandissant, c'est de plus en plus difficile de préserver l'horizontalité. Juste très concrètement, en fait, l'équipe ne tient plus dans une même salle de réunion. Et à partir de là, c'est forcément plus difficile de partager les infos et de prendre les décisions en commun. Cette croissance forte et du coup, cette problématique pour pouvoir du coup décider ensemble a amené en 2013 à une crise de gouvernance. Il y avait cette impression que les décisions n'étaient pas prises en impliquant la totalité d'Enercop et voilà, que l'équilibre n'était pas bien respecté. Donc, pour se sortir de cette crise, Enercop a fait appel à l'Université du Nou, qui nous a accompagnés pour mieux travailler ensemble. Ça nous a aussi permis de découvrir de nombreux outils de gouvernance partagée, dont Tatiana va vous donner quelques exemples tout à l'heure. Et puis, suite à cet accompagnement de l'UDN, on a voulu poursuivre les travaux, mais cette fois en interne. Et donc, c'est pour ça que l'instance du jardin d'animation et de facilitation a été créée. Donc, concrètement, la raison d'être du jardin d'animation et de facilitation, c'est de faciliter le choix de la coopération sur le chemin d'Enercop. Il y a 2 grands types de missions. Le premier type, c'est tout ce qui est autour de la formation et de l'acculturation des salariés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les salariés pour développer un savoir-être et des postures de coopération. Et donc, ça passe par des présentations qu'on fait aux nouveaux arrivants, par des newsletters dans lesquels on donne des exemples, etc. Et puis, le deuxième grand type de mission, c'est la conception et facilitation. Là, l'objectif, c'est d'aider les équipes à faire émerger l'intelligence collective au sein de leurs équipes. Et du coup, là-dessus, notamment, on a pu intervenir. Moi, je suis intervenue, par exemple, lors du séminaire du pôle énergie sur des questions de gouvernance, voilà, pour les aider à créer cet espace d'échange autour de la gouvernance de leur pôle. Ok, merci Bénédicte. Merci Bénédicte. Je ne sais pas s'il y a déjà une première question sur cette première partie. Pas de question de clarification ou autre pour le moment. Ok, bon, on peut continuer. En tout cas, n'hésitez pas à écrire vos questions au fil de l'eau sur le petit module et de toute manière, ça sera traité. On traitera le maximum d'entre elles à la fin.
Donc ensuite, moi, je vais… Oui ? Ah non, j'ai cru que quelqu'un avait parlé. Moi, je vais prendre la parole pour vous présenter quelques outils utilisés chez Enercop, c'est-à-dire plutôt du côté salarié ou opérationnel, donc avec les bénévoles qui sont très impliqués. Les outils, en fait, ceux dont on estime que quand on est chez Enercop, quand on travaille chez Enercop, on va forcément les utiliser à un moment ou à un autre. Le tout premier, c'est un qui me tient particulièrement à cœur, c'est la météo. La météo, c'est tout simplement un outil de gestion émotionnelle. En fait, il s'agit de dire en début ou en fin de réunion comment ça va. Et on va prendre pour ça la métaphore de la météo. Donc, ça peut être aujourd'hui, c'est grand soleil, je suis super dynamique, tous mes dossiers avancent bien, tout se passe super. Ça peut être, aujourd'hui, c'est un peu nuageux, j'ai des difficultés sur tel projet, j'ai des problèmes perso. Et on peut même arriver à l'orage. Là, c'est la cata aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche, mon ordi est cassé, etc., etc. Il s'agit vraiment de parler de soi et bien sûr, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Il n'y a pas non plus d'obligation de se livrer à fond. Et ce qui est intéressant là derrière, en fait, c'est vraiment la reconnaissance de l'humain derrière le travailleur ou la travailleuse. On n'est pas des machines. Et du coup, ça permet de mieux comprendre comment vont ses collègues et finalement d'adapter son comportement en fonction de ce qu'on vient d'apprendre. Si je viens d'apprendre que ma voisine n'est pas en forme aujourd'hui, et en fait, je ne vais pas la solliciter pour qu'elle vienne m'aider. Au contraire, si elle me dit qu'elle est en pleine forme, qu'elle a avancé plus vite que prévu, c'est aujourd'hui que je peux lui demander un service pour m'aider à avancer sur tel travail. Donc, en fait, c'est un outil finalement qui permet de renforcer aussi la cohésion d'équipe. Un deuxième outil, c'est la gestion par consentement. C'est un outil de prise de décision sociocratique. À la différence d'une prise de décision autocratique, c'est-à-dire prise par une personne ou un chef qui ne serait pas forcément comprise, que le reste de l'équipe, finalement, il ne va pas forcément y adhérer, et là, on va s'intéresser à la différence entre consensus et consentement. Consensus, c'est tout le monde dit oui, alors que consentement, c'est personne ne dit non. Tout le monde est capable de dire « je peux vivre avec la décision que nous venons de prendre ». Et en fait, ça va nous permettre d'avancer tout en respectant les limites du groupe. Donc, il y a tout un processus que je ne vais pas pouvoir détailler, mais on voit qu'il y a un visuel qui a été créé par l'Université du Nou, qui est un super guide. Mais en gros, il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition. On va clarifier pour essayer de voir si on l'a bien comprise. On va pouvoir exprimer son ressenti sur cette proposition. La personne va pouvoir proposer des amendements au vu de ce qu'elle vient d'entendre. Et après, il va y avoir un tour d'objection. Quand je dis un tour, ça veut dire que chaque personne dans la salle s'exprime sur le sujet. Une objection, qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste dire « Ah non, je n'ai pas trop envie parce que ça me plaît moyen ». C'est dire « Je pense que si on prend cette décision, ça met en danger la structure ou moi, ça me met en danger ». Donc, c'est vraiment dire, est-ce que je peux vivre avec la proposition ? Et à la fin de ce processus, on va arriver finalement à une décision en fait, où elle a été prise par le collectif. Il y a d'autres avantages aussi, c'est que ça permet que toutes les personnes concernées par la décision sont incluses et qu'en plus, il y a une solidarité dans la mise en œuvre. Il ne va pas y avoir de frein à l'application. Donc, le temps perdu, entre guillemets, dans le processus, il est finalement gagné dans le déroulé. Dans la mise en œuvre de la décision. Et le dernier outil, il s'agit de l'élection sans candidat. Donc ça, c'est pour affecter un rôle à une personne. Donc, on cherche le référent de telle action, quelque chose comme ça. Ce qui est assez original, c'est que toutes les personnes présentes autour de la table sont candidates et candidats. Pareil, il y a tout un processus à suivre. Donc, on va commencer par définir le rôle. De quoi il s'agit, sur quelle période de temps ça va durer, etc. Et puis des critères. De quels critères a-t-on besoin pour que la personne puisse porter ce rôle ? On a besoin d'une personne compétente dans tel domaine, qui soit disponible à telle période, etc. etc. Et puis, une fois que tout ça a été fait, on va pouvoir voter pour quelqu'un en expliquant pourquoi. Et on a le droit de voter pour soi-même, dire « moi, je pense que je serai compétente pour cette action et je suis motivée pour le faire ». Au vu de tout ce qu'on a entendu, on peut reporter nos voix, on fait un choix, puis un tour d'objection, et puis finalement, on va réussir à trouver la bonne personne pour porter ce rôle-là. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a tout ce qui est reconnaissance du groupe qui est bien là, parce que tout le monde a été écouté, puis la décision a été prise ensemble.
C'est aussi un super outil parce que c'est un garde-fou contre les personnes qui ont tendance à prendre beaucoup de place, à prendre du pouvoir. Et c'est un super outil parce qu'en parallèle, ça permet de donner plus de chance aux personnes plus introverties qui ne se mettraient pas en avant forcément, mais en fait qui ont les compétences et les qualités, vu que le groupe vient de les élire, par exemple. Donc voilà pour ces outils. C'était assez rapide et je vous propose, s'il y a une question, de la prendre. Il y a même, alors il y a beaucoup de questions d'un coup. Alors on a eu une question sur la GPC pour rester dans l'esprit de ce que tu viens de présenter. Sur les prises de décision par consentement, n'avez-vous pas constaté une accumulation de frustration à toujours dire je peux vivre avec? C'est quelque chose qui s'est passé dans notre scope et que je ne sais pas comment éviter. Une accumulation de je peux vivre avec, c'est-à-dire que les gens finalement n'ont pas réussi à mettre une objection. J'imagine que ça, c'est des choses qui se pratiquent, apprendre à dire non tout simplement. Et c'est vraiment faire la différence entre est-ce que ça met en danger ma structure ou pas. Je ne suis pas sûre que ça réponde complètement parce que je ne connais pas l'exemple qui s'est passé dans votre situation. C'est une accumulation de frustration à toujours dire je peux vivre avec. Non, parce qu'en fait, il y a aussi tout le tour de ressenti. Donc, on peut dire, ça, moi, ça me plaît moyen parce que ça. Et donc, il y a des amendements qui vont être faits pour améliorer la proposition. Donc, normalement, à la fin, on n'est pas censé être frustré. Au contraire, si on est trop frustré ou qu'il y a un gros problème, on devrait mettre une objection. C'est un équilibre qui est à trouver, je pense. Vu qu'on est plutôt pas mal sur le temps, il y a quand même une autre question directement liée à la GPC que je te pose, qui a été posée. Auriez-vous un exemple concret de GPC et le temps global que peut prendre cette opération? Un exemple concret, bien sûr. Franchement, un exemple tout bête, ça peut être on a besoin de repeindre le mur et avec quoi on va le repeindre et de quelle couleur. Enfin, ça peut vraiment être pour tout et rien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple? Mathilde, je ne sais pas, toi, si tu as des exemples en tête? Ouais, nous, très récemment, dans l'équipe en NRCOP Nouvelle-Aquitaine, on a voulu changer le format de nos réunions d'équipe parce qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas assez efficaces. Donc, on a posé le constat de tout ce qui n'allait pas. Suite à ça, il y a un des salariés qui, après avoir écouté tout le monde, a fait une proposition justement de nouveau format de réunion qui a été passé en GPC, qui a été amendé suite au retour de chacun, chacune. Et on a abouti à un résultat qui est ce nouveau format, la temporalité, les différents temps de cette réunion, sa temporalité, etc. Et donc tout ça, pour répondre à une deuxième question qui est sur le temps que ça peut prendre comme opération, ça nous a pris environ 2 heures à 3 heures en fait, de faire à la fois l'écoute du centre, l'écoute du collectif, de proposer de faire la proposition, de la faire passer en GPC et de valider une prise de décision. Là, on était quand même sur un gros sujet, hein, c'est un format de réunion. Des fois, ça peut être beaucoup plus rapide que ça sur des sujets avec un peu moins d'enjeux dans le temps ou structurels. Exactement. Je vous propose qu'on passe à la partie d'après. Et d'ailleurs, c'est à toi, Mathilde, qu'on va passer le micro pour parler de l'organisation horizontale en Nouvelle-Aquitaine et peut-être tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, alors normalement, du coup, le micro est toujours là. Donc, je suis Mathilde Plénaud, je suis chargée de vie coopérative et de communication chez NRCOP Nouvelle-Aquitaine. Ça va faire maintenant 6 ans. Et l'objectif là, de mon intervention, c'est de témoigner très synthétiquement sur une expérience qu'on mène nous depuis maintenant 3 ans au sein de la coopérative, qui consiste en fait à avoir mis en place un tout nouveau fonctionnement d'organisation au sein de l'équipe salariée, aussi dans ses interactions avec le conseil d'administration, mais également au niveau de notre direction. On a mis en place ce qu'on appelle un modèle inspiré de l'holacratie en entreprise, c'est-à-dire que nous, on est passé de l'utilisation d'outils de la gouvernance partagée et de pratique à carrément une culture de la gouvernance partagée qui émane au sein du fonctionnement même de la structure et de son organisation et de la manière dont on gère nos projets.
Donc cette organisation, elle est caractérisée par un fonctionnement par cercle autogéré. Ça, c'est vraiment propre au fonctionnement holacratique. Donc au sein de notre coopérative, vous avez un cercle salarié qui réunit tous les salariés. Alors pour précision, on est 12 salariés en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une petite équipe en région, mais c'est un fonctionnement qui a été mis en place il y a 3 ans alors qu'on était 4, et aujourd'hui on est 12 et ça fonctionne toujours. Donc espérons que voilà, c'est une constante évolution et adaptation de mettre en place ce type d'organisation. Donc, on a un cercle salarié. Au sein du cercle salarié, vous avez aussi d'autres cercles qui existent, notamment chez nous le cercle commercial, le cercle énergie, et au sein desquels vous avez des rôles en fait qui existent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs salariés qui sont là, qui se partagent des rôles. Ça peut être le commercial particulier, le commercial professionnel, ou encore dans l'énergie, le développement du bureau d'études photovoltaïques, ou encore un rôle lié à la relation avec les producteurs de la région. Et vous avez des rôles qui sont les petits cercles blancs que vous avez dans le grand cercle orange clair, qui sont en fait des rôles qui ne sont pas rattachés à des cercles spécifiques parce qu'ils sont portés par une seule personne. Typiquement, moi, je me retrouve dans cette situation-là, puisqu'en communication, je suis seule à porter ce rôle, je ne le partage pas avec d'autres personnes, mais je pourrais tout à fait avoir un cercle qui existe avec d'autres types de métiers, par exemple l'animation de la vie coopérative, ou encore, je ne sais pas, la gestion administrative de certains sujets. Nous, aujourd'hui, l'organisation reste assez simple parce qu'on est 12, mais vous avez voilà, ce système de rôle. Ce système de rôle, il est très important. Un rôle, en fait, on va souvent le rattacher à un métier, à une mission assez large. Et au sein de ce même rôle, vous avez ce qu'on appelle les redevabilités, c'est-à-dire ce qu'on doit au collectif, les missions qu'on doit mener à bien. Et ces redevabilités-là, elles sont évaluées grâce à des indicateurs, c'est-à-dire des systèmes d'évaluation. Les rôles, les redevabilités et les indicateurs, ce sont des choses qui sont posées collectivement quand on met en place ce type de gouvernance. Et chaque personne qui porte son rôle va elle-même définir le rôle, les redevabilités, ses propres indicateurs. Donc, on est vraiment sur l'autoconstruction aussi de son propre métier avec l'aide du collectif. Et ça, c'est très important parce qu'on gagne en autonomie en tant que salarié lorsqu'on va vers ce type de fonctionnement, seul et en groupe. Ce qui est également intéressant dans ce type de fonctionnement et que nous, on a mis en place en Nouvelle-Aquitaine, c'est une direction collégiale. C'est-à-dire que chez nous, il y a effectivement une personne qui a un statut de directeur parce que légalement, on est obligé de le faire, mais les différents rôles rattachés justement, les différentes missions rattachées à ce statut de directeur, on les a partagées avec d'autres personnes et ces personnes qui portent ces rôles-là font partie du cercle de direction. Aujourd'hui, il y a 4 personnes au sein de ce cercle de direction qui portent justement ce rôle de DG parce que c'est son statut. C'est Jean-Jacques Sabalot chez nous, notre présidente de CA, Karine Oudot, mais également Charles Lucaso et Marc Mouriras qui portent les rôles de coordination générale de l'équipe ou encore de lien avec le CA ou de lien avec le reste du réseau Enercop. Donc ça, c'est un fonctionnement assez atypique et toute une organisation. Donc ça veut bien dire que fonctionner de manière horizontale, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi et qu'il n'y a pas de hiérarchie et qu'on décide de tout tous ensemble. C'est plutôt une organisation différente, aplatie, sur un système d'autogestion. Donc le rôle de coordination et de facilitation de tout ça est hyper important et ça suppose beaucoup de formation. L'objectif de ça, c'est de gagner en résilience, en autonomie au sein des salariés, que personne ne soit indispensable à la structure, qu'il y ait un meilleur partage de l'information et également libérer l'autonomie d'action et l'exploration et l'expérimentation aussi, puisqu'on peut être plus facilement force de proposition, qu'il va y avoir plus de transversalité entre les métiers, mais également ça suppose d'être toujours dans une constante adaptation, d'avoir un accompagnement extérieur aussi avec des spécialistes de la gouvernance partagée et de se faire former. Et il y a un gros enjeu aussi sur l'intégration des nouvelles personnes dans les équipes. Donc, je pourrais répondre plus largement aux questions qui viendront après parce que mon temps est écoulé. Donc, j'ai dit pour cette partie. Merci Mathilde. Alors, est-ce qu'il y a une première question de clarification sur ce que Mathilde vient d'évoquer? Je n'ai pas l'impression d'en avoir vu passer. J'en vois une quand même. Ah, super. Donc, un rôle ou des rôles peuvent être aussi le lien entre chaque cercle. Ça, c'est une question d'Hélène. Oui, en fait, on peut avoir tout à fait comme rôle de faire le lien entre le cercle énergie, par exemple, et le cercle
et le rôle vie coopérative. Ça peut être le rôle, par exemple, chez nous, on est en train de le créer, ce rôle-là, de lien entre ces deux métiers, notamment pour développer des projets de production, pour faire le lien entre les sociétaires qui sont sur le territoire où va se développer le projet et l'équipe énergie qui développe ce projet. Donc ça existe aussi et ça permet d'avoir une transversalité entre les métiers, c'est très important. Ou encore le lien entre le cercle conseil d'administration, qui est l'organe politique, et le cercle équipe salarié, qui est l'organe opérationnel. Et une petite question aussi, est-ce que la direction est constituée uniquement de salariés? Alors, non. Je réponds du coup en direct. Nous, au sein du cercle de direction, il y a 2 personnes qui sont salariées et 2 personnes qui portent des mandats qui sont bénévoles et qui donc ont une activité professionnelle à côté. La présidente de CA, qui porte ce mandat bénévolement, et également notre directeur général, qui porte son mandat de direction à titre bénévole, ce qui est assez particulier et atypique, et qui consacre une partie de sa semaine quand même à la coopérative. Ok, merci pour ce premier tour d'horizon. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre à la fin. Et je vous propose qu'on aille à un autre endroit en France et qu'on aille parler de parité et de co-construction chez Enercop Normandie avec Cyril. Je te laisse te présenter. Merci Tatiana. Donc Cyril Surbel, je suis DG d'Enercop Normandie, DG délégué à la vie coopérative notamment. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter 2 démarches que nous avons lancées en 2017 ici. Une qui est un tirage au sort parmi nos sociétaires femmes qui composent donc notre sociétariat, car nous avons constaté à l'époque que suite à une AG, nous n'avions plus qu'une seule femme membre de notre conseil d'administration qui était composée à l'époque de 12 membres. Le résultat, suite à cette démarche que je vais vous présenter ultérieurement, c'est que dorénavant, nous avons 29% de femmes qui composent notre conseil d'administration. Et l'autre démarche que je vais vous parler, c'est la construction de résolutions d'assemblée générale en accompagnant nos sociétaires à écrire ces résolutions, et non pas que ce soit uniquement le conseil d'administration qui prépare ces éléments décisionnaires importants. Et le résultat, c'est qu'une vingtaine de résolutions ont été co-construites depuis donc 2017 et votées en assemblée générale, qui ont impliqué près de 200 participations de sociétaires sur une trentaine de réunions. Donc c'est un moyen d'application assez important dans notre coopérative. Donc la première démarche sur la parité du conseil d'administration, comment nous procédons? Faut savoir que dans notre sociétariat, donc on a presque 2000 sociétaires actuellement. Parmi les personnes physiques, qui représentent la grande majorité des sociétaires, c'est mixte. Près de 50% d'hommes et 50% de femmes composent notre sociétariat. Donc il y a vraiment une problématique de représentation. On procède à un tirage au sort. Donc on édite la liste des sociétaires femmes et on tire au sort un certain nombre de sociétaires femmes. Je crois que la première fois, c'était une vingtaine. Ensuite, on les informe par courrier de la démarche, qu'elles ont été tirées au sort. Et ensuite, on rentre en contact avec elles par téléphone ou par mail pour avoir un échange donc, sur l'enjeu, qu'est-ce que le conseil d'administration, qu'est-ce qui est attendu, répondre aux questions. Il y a une possibilité aussi de participer pour voir une réunion de conseil d'administration. Et si la personne est intéressée, en général, c'est une personne sur 2 tirée au sort. Elle accepte d'être cooptée par le CA dans un premier temps. Donc là, c'est une question juridique. Et après, sa candidature est ratifiée par l'Assemblée générale. Donc on compte actuellement 5 membres féminines dans notre conseil d'administration, dont notre présidente, qui, elle, n'a pas été tirée au sort, mais connaissant la démarche, a trouvé ça très intéressant et ça l'a poussée à candidater pour être membre du CA. Et une autre membre administratrice qui représente notre coopérative au sein du réseau des administrateurs, administratrices des coopératives Enercop. Donc 2 postes importants qui sont tenus par des femmes. Et l'actualité de cette action, c'est que ces femmes du conseil d'administration souhaitent se retrouver pour partager un peu leur expérience, leur ressenti sur cette expérience-là et peut-être pour aller un petit peu plus loin, pour pouvoir renforcer la parité dans la gouvernance du CA dans les années à venir. Et la deuxième action, qui est donc la co-construction de résolution d'assemblée générale,
elle se passe en 2 temps. On avait une frustration au sein du CA de proposer des résolutions et que rien n'était modifiable à la virgule près parce que le vote électronique était lancé depuis 1 ou 2 semaines avant la réunion physique. Et on avait vraiment un sentiment de privation de démocratie. Donc on fait une première réunion en février environ, avec dans chaque département normand, la Normandie en compte 5. En général, on a une dizaine de sociétaires qui viennent. On s'arrange dans un premier temps à mieux connaître Enercop et après d'aller vers les besoins de chaque sociétaire qu'il ressent pour sa coopérative. On passe à un premier tri, une première écriture, puis il y a une deuxième réunion, 6 semaines après, où là on met en commun toutes les attentes de toutes les réunions et on passe à une coécriture finale. Ensuite, le CA regarde toutes les propositions, voit s'il peut en rassembler 1, 2 pour en faire qu'une seule. Et en général, plus de 95% des propositions sociétaires sont validées par le CA pour être mises à l'ordre du jour. Et l'actualité sur cette action, c'est que donc, nos groupes locaux, c'est-à-dire un regroupement de sociétaires sur une métropole, sur un bassin de vie d'une trentaine de kilomètres de rayon, soient de plus en plus autonomes pour construire ces résolutions et fassent moins appel aux salariés, parce qu'en fait, il y a toujours un salarié à chaque réunion de cette co-construction. Merci de votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'on a une première question? Alors, il y a une question liée du coup à ton intervention par Marie-Noël. La participation est-elle défrayée? Alors, je ne sais pas si ça concerne la participation aux réunions, si c'est la participation au CA, mais tu peux répondre pour les deux. Oui, c'est possible. Les bénévoles peuvent être remboursés de leurs frais de transport à raison de 30 centimes du kilomètre. Et ensuite, une question d'Hélène. Même si on n'est pas salarié, il existe sûrement des formes d'indemnisation par rapport au temps donné au groupe? Enfin, interrogation. Donc voilà, il y a le défraiement pour le transport et on a mis en place là, une forme d'indemnisation compensatrice pour une membre du CA vu l'investissement important qu'elle a bénévole au sein du CA. Voilà, mais il n'y a pas d'autres rétributions pécuniaires mises en jeu. Ça dépend des coopératives. Certaines coopératives, pour certains administrateurs, effectivement, très impliqués, vont mettre en place des formes d'indemnisation, effectivement. Ça arrive. C'est vraiment au cas par cas. Et d'une coopérative à l'autre, ça va varier. Soit des administrateurs et administratrices très impliqués, soit des personnes qui doivent, par exemple, poser une demi-journée de congé pour pouvoir participer au conseil d'administration. Je sais que chez Enercop Midi-Pyrénées, c'est quelque chose qui est tout récent, qui a été validé lors de la dernière Assemblée générale. Donc, j'ai l'impression que nous avons fait le tour de notre présentation. Donc là, maintenant, c'est vraiment un temps de questions et réponses. Et vous en avez mis pas mal. Donc, je sais que certains de mes collègues répondent en direct par écrit. Et puis, il y en a quelques-unes qu'on a reçues et qu'on va poser à l'oral. Donc, oui, Mathilde? Non, c'est juste qu'il y en a qui sont encore liés à la dernière partie. Donc, ça peut être intéressant pendant que c'est tout chaud dans nos têtes de l'aborder. Notamment une pour toi, Cyril. Arrivez-vous à varier les sociétaires contributeurs? Oui, c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent. Il y a une redondance. Certains apprécient la formule et viennent tous les ans, mais majoritairement, c'est des nouveaux sociétaires qui viennent et on bénéficie pleinement de cette première partie qui est de monter en compétences collectives sur la Enercop Normandie et Enercop. Et pour vous en parler quelques secondes, ça s'appelle une animation qui s'appelle l'escargot de la connaissance, où en fait, sur un même trait dans la pièce, on va se placer, après avoir un temps d'interconnaissance, sur, d'un côté, je connais très peu Enercop Normandie, et à l'autre bout, je suis un grand connaisseur, voire expert. Et chacun, vis-à-vis de la connaissance qu'il a des autres, va se placer sur cette ligne imaginaire. Et puis, le premier ou la première qui pense en connaître le moins dit ce qu'il sait. Et le deuxième complète, et le troisième ainsi. Et en fait, chacun acquiert à la fin une même connaissance en ayant partagé
ce que chacun sait, et ça légitime aussi les personnes qui pourraient être un petit peu se sentir illégitimes du fait de la faible connaissance qu'ils ont. Mais quand on arrive, qu'on est sociétaire depuis 2 mois, bien évidemment qu'on connaît peu de choses sur la galaxie Enercop. Et toujours sur la dernière partie, j'ai l'impression qu'il y a des questions aussi sur la parité. Est-ce que, en plus du tirage au sort, il y a d'autres actions du type une réflexion sur la répartition de la parole au sein du CA pour éviter que les hommes coupent la parole aux femmes, par exemple, ou la prennent plus, etc. Voilà, je lis une question qui vous a été partagée par Alice. Tout à fait. Mais en fait, on a deux garde-fous importants. Chaque réunion de CA, il y a un donneur, une donneuse de parole, donc qui est aléatoire et qui s'attache à ce que chacun ait pu s'exprimer lors de la réunion. Nos réunions font 3 heures. Et l'autre garde-fou, c'est la technique de la gestion par consentement, qui donne la parole à tout un chacun des membres du CA au moins 3 fois pour prendre la décision. Donc là, c'est un facteur très important d'inclusion, c'est cette distribution de la parole, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions sur la thématique de la parité ou de l'implication des sociétaires? Oui, il y en a sur la thématique de la parité. Tac, 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 il y avait une question. Comment traiter la question des personnes qui ne souhaitent pas être identifiées par le genre? Bonne question. Pour l'instant, on n'a pas eu cette question-là lorsqu'on a tiré au sort des personnes et les ayant informés de la situ, de leur tirage au sort et de la proposition. Quand le cas de figure se présentera, on y répondra avec l'éthique qui nous, j'espère, nous sied. Et d'ailleurs, toujours sur le tirage au sort, il y a une question d'une personne qui demande, en fait, pourquoi aujourd'hui, malgré ce système, on n'arrive pas encore à 50% dans le CA? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Il y a eu quelques personnes, alors de mémoire, 3, qui ont suivi en fait la procédure jusqu'à la cooptation et ratification. Mais ensuite, l'implication n'a pas pu se faire. Alors, il y a des raisons. Bon, trop de sanitaires, confinement avec des réunions à distance. Voilà, quand on ne peut pas se rencontrer, faire de l'interconnaissance lors des temps informels, c'est difficile. Mais aussi, la première fois, on était un petit peu assez optimiste et quand on a mené cette opération, là, on a été plus vigilant la seconde fois pour vraiment s'assurer que la personne est bien en tête toutes les déclinaisons, l'importance de la motivation, de la disponibilité pour pouvoir aller jusqu'à la cooptation et la ratification. Mais c'est une démarche qu'on va continuer pour aller plus encore vers le 50-50. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait continuer éventuellement? Il me semble avoir vu une question sur les résolutions des sociétaires. Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'une résolution qui a été apportée par les sociétaires? Oui, tout à fait. La thématique des résolutions sont très diverses. Ça touche la vie coopérative, la production, les économies d'énergie, la gestion financière. Et là, j'en ai une sur la vie coopérative qui a été prise cette année. Donc, suite à la fin de la crise sanitaire, en tout cas un début de sortie, c'était au mois de mai, les sociétaires souhaitent que la coopérative continue à privilégier la communication directe et humaine entre l'équipe salariée, eux-mêmes les sociétaires et les clients-clientes. Et donc, dès le mois de juillet, on a mis en œuvre un tour cycliste qui a traversé la Normandie sur 9 jours avec 11 étapes et qui a mobilisé plusieurs dizaines de sociétaires et qui a attiré plusieurs centaines de personnes. On faisait visiter des points de production d'électricité dans des projets citoyens, alors soit effectifs, soit en émergence. Et donc là, voilà, on a pu redonner et retisser du lien à ce moment-là. Et donc là, on est en prévision aussi d'une animation qui est de fêter l'anniversaire de création de la coopérative. Ok, merci. Je me dis qu'on peut peut-être remonter un peu le fil du diaporama et j'ai vu qu'il y avait une question sur la direction collégiale. Mathilde, est-ce que tu peux prendre la question et y répondre? Alors, sur la direction collégiale,
Je suis en train de les remonter. Je la retrouve. La direction est-elle constituée uniquement de salariés? Ah mais non, on y a déjà. On a déjà répondu. Excusez-moi, il y a tellement de questions. On peut les reprendre par thématique, ceci dit, oui. Tout à fait. On peut parler peut-être des outils qui ont été proposés. Il y avait des questions sur la météo. Est-ce qu'on limite le temps d'expression par personne pendant le tour de table? En fait, ça dépend vraiment. Si on a une réunion où on sait qu'on a une seule heure et qu'il faut aller vite, effectivement, on va se limiter. Après, ça se fait quand même assez naturellement puisqu'on a tous un objectif commun. C'est de réussir à faire avancer la thématique pour laquelle on s'est réunis. Donc, finalement, ça se fait généralement assez naturellement. Des personnes vont parler beaucoup, des personnes vont parler moins. Et puis, si jamais, en fait, quelqu'un prend trop de place, l'avantage, c'est que généralement, on a dédié quelqu'un à l'animation et à la facilitation qui sera donc légitime pour dire « Désolé, là, il va falloir qu'on avance pour passer au sujet d'après ». Donc, voilà, on s'adapte un peu en fonction. Il y avait un peu des questions sur tout ce qui était ESC, GPC. Oui, tout à fait. Notamment, pour quel type de rôle utilisez-vous les élections sans candidat? Est-ce qu'il s'agit de gérant? Eh bien là, en fait, ça va dépendre vraiment de chaque coopérative. Effectivement, certaines coopératives vont prendre des décisions importantes via ce processus. Pour d'autres, ça va être par de la cooptation ou d'autres fonctionnements. Et après, ça peut être vraiment des choses très, très opérationnelles. Enfin, moi, je me souviens d'une élection sans candidat pour organiser un séminaire. Qui dans l'équipe va prendre le temps et prendre en charge l'organisation d'un séminaire. Et c'est cette décision qui avait été prise. Il me semble aussi qu'il y avait la question, est-ce que la personne peut refuser? La personne qui a été, entre guillemets, choisie par ses collègues? Oui, bien sûr. Justement, il y a le tour d'objection qui est là pour ça. Et la personne, si tout le monde a dit... Si la proposition a été de dire, est-ce que c'est toi qui pourrais prendre ce rôle? Elle peut dire non, je n'ai pas le temps, c'est trop chargé, non, je ne m'en sens pas capable, etc. Et puis aussi, il peut y avoir des amendements. Par exemple, on peut dire, est-ce que tu prendrais ce rôle si on enlève des petites parties? Parce qu'on pense que vraiment, toi, tu es chouette là-dessus, mais si tu n'as pas assez de temps, on peut t'enlever telle partie. Donc, il y a aussi des possibilités de modifier un peu le rôle pour que la personne se sente à l'aise. Il y a d'autres questions sur les outils. On peut peut-être rester un peu là-dessus pour le moment pour en évacuer plusieurs. Ouais, je te laisse. Pour la GPC, selon les dossiers, les informations de documentation sont-elles données en amont pour aider à la préparation du processus? Oui, tout à fait. Ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de tout. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on arrive avec une proposition claire. On ne commence pas une réunion en disant « Bonjour, on va préparer ensemble la réunion sur la gestion par consentement ». Non, le sujet a été préparé par quelqu'un ou par un groupe et ce groupe-là aura demandé une lecture auparavant ou pas. Donc ça dépend. Si c'est des gros sujets, c'est parfois important de les avoir lus en amont pour arriver direct avec ces questions et avoir bien le sujet en tête. Si c'est un peu plus rapide, on peut passer outre. Il y a une autre question autour des outils, notamment sur l'élection sans candidat pour y revenir. Alors, je fais en fonction de l'ordre des petits pouces qui ont été mis. Carole qui demande, je veux bien répondre parce que nous, on est concernés en Nouvelle-Aquitaine, mais après, si on peut faire un tour, ça peut être pas mal. Les personnes qui intègrent la direction sont-elles issues d'une élection sans candidat? Est-ce que ce sont des mandats tournants? Moi, je veux bien répondre à ça parce que nous, typiquement, notre présidente de conseil d'administration, elle a été élue dans le cadre d'une élection sans candidat. Donc, il y avait une dizaine de membres au conseil d'administration. L'ancien président avait fini son mandat, donc il fallait réélire quelqu'un. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est donc une de nos administratrices qui a été élue de cette manière-là. Et les mandats sont tournants. Pour une élection sans candidat, on définit la durée d'un mandat. Si c'est pour de la gestion de projet, donc plutôt un salarié qui va être élu pour un projet spécifique, le mandat il est établi, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 mois, ça dépend.
Et pour, par exemple, typiquement le cas de notre présidente, de toute façon, c'est son mandat de présidente qui prime. Donc, elle est élue pour un mandat qui est de 4 ans renouvelable le temps de toute façon de son mandat d'administratrice. Donc, qui est de 2 fois 4 ans. Et je ne sais pas si d'autres personnes peuvent apporter des témoignages là-dessus ou pas. En Normandie également, l'élection au mandat de président est faite de manière par l'élection sans candidat. Ensuite, il y a une autre question autour. Je suis en train de faire le petit tour. Autour de l'ESC, de la GPC, on l'a fait. Donc, ça y est, vous suivez avec nous les acronymes. Il y a une question pour le JAF. Qui sont les membres du JAF, donc Jardin d'animation et de facilitation? Comment sont-ils formés? Quel temps leur est alloué pour cette mission? Oui, du coup, je vais répondre. Donc, au JAF, on est une petite dizaine de salariés de différentes coopératives, donc Enercop national ou des Enercop locales. On a un peu de temps qui est dédié effectivement au JAF. On a 5% de notre temps environ qui est censé être dédié à des actions pour le JAF. Après, ça peut un peu varier aussi en fonction de notre charge de travail. Ce n'est pas un 5% défini, ça peut être parfois plutôt 20 et parfois plutôt 0 en fonction de nos autres missions. Comment on est formé? On fait appel à des formateurs. Déjà, on a tous un petit peu d'expérience en termes d'animation et de facilitation de groupe. Et pour renforcer tout ça, on peut faire appel à des formations externes. Voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ok, merci. Et en fait, je vois une question qui est assez globale, c'est quel est le bilan de l'application de ces outils? Et là, j'ai l'impression qu'on peut avoir des réponses en fait, qui diffèrent selon les coopératives. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous veulent dire un mot? Et puis aussi, est-ce que le conseil d'administration est concerné par ces outils? Vous pouvez peut-être répondre sur les 2 points. Oui, moi, je peux répondre pour la Nouvelle-Aquitaine. Nous, les membres de notre conseil d'administration, ils ont été formés sur le tas. C'est-à-dire que nous, salariés, on est formés par ces outils en interne avec notamment le JAF et Enercop. On apprend sur le tas. C'est beaucoup de transmission entre salariés. Les personnes qui connaissent l'outil vont animer un temps de GPC ou de SC et vont sensibiliser en fait les autres salariés à ça. On se forme aussi des fois avec des personnes extérieures au sein des équipes où le JAF va pouvoir nous accompagner et nous former aussi à ça. Et donc, le conseil d'administration, en tout cas au sein d'Enercop Nouvelle-Aquitaine, il est formé à ces outils-là, c'est-à-dire qu'on les met en place, nous, salariés, on accompagne les administrateurs et administratrices et on les acculture à ces outils-là. Donc, c'est plutôt une formation en continu et sur le tas au sein de la coopérative, mais se pose quand même la question de mettre à niveau notamment les salariés et les membres du CA sur certains de ces outils. Donc, j'ai dit pour la Nouvelle-Aquitaine. Cyril ou Bénédicte, vous souhaitez parler pour vos coopératives respectives? Pas particulièrement? J'ai pas entendu la question, je suis en train de répondre sur... La question, c'était quel est le bilan de l'application des outils et est-ce que le conseil d'administration il est concerné par les outils de gouvernance partagée? Oui, alors bien sûr qu'il est concerné, et même assez moteur en comparaison à des cercles salariés ou sociétaires. C'est vraiment le conseil d'administration qui expérimente le plus de ces outils. Et donc le bilan est vraiment positif sur les actions qu'on a menées. On en a d'autres également. Nos conseils d'administration sont ouverts. Alors ça ne décline pas de la gouvernance partagée spécifiquement, même si ça en a l'affiliation. Ils sont ouverts, c'est-à-dire que chaque sociétaire peut venir assister à ce conseil d'administration, un petit peu comme un conseil municipal ou un conseil communautaire. Il vient en amont, il peut échanger avec les membres. Pendant le conseil, il peut poser des questions par écrit et les soumettre au président ou à la présidente pour qu'il ou elle les inclue dans le débat ou pas. Et par la suite, en général, on propose aux personnes de partager aussi les questions et un temps convivial avec nous. Voilà pour un exemple.
Et dans d'autres coopératives, ça dépend vraiment des coopératives, comme toujours, mais certaines, leur conseil d'administration n'est pas forcément formé, va utiliser peut-être un outil une fois de temps en temps, mais pas à chaque fois, ou alors peut-être dans d'autres espaces, donc dans des groupes de travail, plutôt que lors des réunions plénières des conseils d'administration. Dans certaines coopératives, il y a 18 membres, donc voilà, ce n'est pas toujours le cas que ça se passe en conseil d'administration. Ça dépend un petit peu chez NARCOP National, du coup, ça dépend un peu des sujets. C'est des outils qui sont utilisés de temps en temps. Après, ce n'est pas non plus quelque chose de systématique. Tout dépend toujours un peu du périmètre, des décisions qu'il y a à prendre, du nombre de personnes présentes et tout ça. Et parfois des enjeux qu'il y a derrière aussi. Tout à fait. Je vois que nous avons une toute petite dizaine de minutes avant de conclure. Donc, je vous propose de prendre encore quelques questions. Il y en avait pas mal autour de l'holacratie, je crois, qui n'ont pas été répondues. Oui, sur la formation. Oui. Qui vous a formé à l'holacratie? Est-ce que peut-être déjà, Tatiana, toi, tu peux répondre pour Enercop Midi-Pyrénées? Oui, alors chez nous, Enercop Midi-Pyrénées, c'est particulier parce que c'est dès la fondation de la coopérative, il avait été écrit qu'on serait en gouvernance partagée. Et nous, il s'avère qu'un des bénévoles très, très impliqués, un des membres du CA, est un peu spécialiste de l'holacratie. Donc finalement, on s'est formé entre nous, mais il y a également une partie de l'équipe, il y a quelques années, qui est allée suivre une formation de 2 jours, qui est une formation spécifique sur cette thématique. Et puis après, on prend des temps en fait, où on s'apprend les méthodes et puis bien sûr, on les pratique quasiment toutes les semaines. Donc ça, c'est une bonne formation aussi. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a été formés par des organismes extérieurs. Ça peut être des indépendants qui sont consultants en gouvernance, qui ont eu de l'expérience, qui connaissent les outils. Ça passe aussi... alors, il faut savoir aussi que les outils, c'est bien, mais c'est surtout un travail de posture, la gouvernance partagée. Donc, on s'est fait aussi accompagner par des personnes qui travaillent là-dessus, sur la communication non violente, sur l'expression des besoins, etc. Donc, nous, c'est plutôt quelques acteurs qui nous ont formés un peu en fonction du moment, en fonction des étapes qu'on a dû passer. Mais souvent, c'est des personnes qui sont issues de ces milieux-là, de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation populaire, qui ont monté leur activité. Il y a l'UDN aussi, donc l'Université de nous, qui a pu former des personnes en interne. Voilà. Donc, c'est assez varié, quoi. Il y a des questions sur les groupes locaux. Les groupes locaux, il y en a dans plusieurs endroits. En Île-de-France, je ne sais pas s'il y en a, mais là-dessus, je vous invite à poser la question sur le village. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme... Je pense qu'on va arriver un peu sur les dernières questions. Peut-être une assez globale sur quelle est la culture commune sur la gouvernance partagée entre les différentes Enercop, que ce soit Enercop nationale ou les Enercop régionales. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut prendre la réponse à cette question? Je pense que le Enercop national a instillé aussi beaucoup de cette culture par des outils et par les moments un petit peu compliqués qu'elle a vécu il y a à peu près une dizaine d'années. Un petit peu comme en réaction aussi et d'avoir des garde-fous pour la suite. Et puis après, chaque région cultive aussi ses propres cultures et ça donne la richesse en fait de notre réseau. Pour répondre à la question d'avant, en Normandie, on se forme essentiellement sur des outils d'éducation populaire avec une structure qui s'appelle l'escargot migrateur, qui a une philosophie vraiment ancrée dans l'éducation populaire et son histoire. J'ai dit. Je pense, je te rejoins tout à fait, Cyril. Je pense que la crise qu'il y a eu en 2013 chez Enercop National a finalement été assez moteur, a permis en tout cas à Enercop de découvrir tous ces outils, de s'y former, de les pratiquer. Peut-être au départ chez Enercop National parce que c'était là qu'était née la crise et qu'il y avait un plus fort besoin du fait notamment du nombre qu'on était et des difficultés qu'on éprouvait à ce moment-là
à prendre les décisions de façon collective et à préserver l'horizontalité du début. Et du coup, ça a permis derrière de diffuser toutes ces connaissances qu'Enercom National avait pu acquérir. Et après, chaque Enercom local s'en est emparé, a été plus loin sur certaines directions, etc. Et a pris aussi ce qui derrière lui parlait le plus et a creusé et a approfondi aussi chacun de son côté. Et au final, ça fait un réseau avec beaucoup de diversité, mais des valeurs communes sur la gouvernance partagée. J'ai dit pour Enercom National. Je vais bien répondre à une des questions, c'est n'y a-t-il pas des difficultés pour organiser des heures de réunion entre les salariés et les bénévoles qui travaillent, notamment pour les rencontres coopératives? Voilà, on fait un entre-deux, donc c'est souvent en soirée, voire le samedi. Ok. Je vous propose... Ah oui, Mathilde, tu voulais ajouter un dernier mot? Non, mais il y a encore 20 questions, donc moi je peux essayer de répondre. On peut essayer de répondre à l'écrit à certaines. Il y a aussi peut-être des questions qu'on pourrait mettre sur le village, celles auxquelles on n'a pas pu forcément répondre. Oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que là, on avait un laps de temps assez restreint, 1 heure, donc on doit quand même terminer dans les temps. Ça aussi, c'est une des règles aussi d'animation et de facilitation, c'est de respecter les horaires en général. Et tout d'abord, merci aux intervenantes et aux intervenants. Merci aux personnes qui ont répondu en direct, aussi sur le chat. Et puis, bien sûr, merci à vous, les sociétaires, d'avoir participé, d'avoir apporté des contributions, des questions. On est un petit peu désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est vos questions, de les poser sur le village Enercop. Vous avez dû recevoir sur le chat le lien de connexion. Vous le trouvez aussi facilement sur notre site internet, tout en haut, je crois qu'il y a écrit mon compte et vous pouvez accéder au village. Je peux vous donner les prochains rendez-vous. Je souhaitais mettre le petit sondage pour vous demander votre taux de satisfaction, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus valable. Je ne le vois plus. Si un de mes collègues le voit, n'hésitez pas à le lancer. Et sinon, eh bien, je pense qu'on peut doucement se dire au revoir. Vous parlez quand même... super. A priori, vous devriez voir le sondage. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et donc, vous pouvez voir aussi sur le diaporama le programme du cycle de webinaire. En fait, le prochain webinaire, c'est jeudi 18 novembre, donc dans pile 1 mois. Et on parlera de sobriété numérique avec Télécoop. Télécoop, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le premier opérateur téléphonique coopératif. Donc, sur la sobriété numérique, ça va être un webinaire probablement très pertinent à écouter et auquel participer. Et voilà, je pense qu'on peut doucement conclure, se dire que, encore une fois, notre lieu de retrouvailles, c'est le village. Et puis, bien sûr, les temps en présence quand il y en a qui ont lieu. Et voilà, je pense qu'on peut se souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée et vous dire à bientôt. Merci, à bientôt. Bonsoir. Bonsoir.